Partout dans le monde, des bâtiments vides, des endroits délaissés sont envahis par les herbes folles et parfois habités par une faune sauvage impensable. Ces endroits improbables sont souvent interdits d'accès pour des raisons diverses. Avant que ces vestiges ne disparaissent définitivement, partons à la découverte de ces spectaculaires paradis de rouille et de gravats dans un voyage totalement inédit. Passionnés de ruines, explorateurs urbains, éco-volontaires, gardes animaliers ou curieux, ces édifices abandonnés et grandioses de notre société contemporaine suscitent la ferveur des gens. Nombreux sont ceux qui souhaitent aujourd'hui leur protection. Au cœur de la forêt de Houillet, près de Namur, se cache l'un des châteaux les plus étranges de Belgique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le comte de Liedekerke-Beaufort décide de faire construire Miranda, un château romantique aux dimensions gigantesques dont il fera sa résidence d'été. Miranda mélange follement les styles et une fois terminé, en 1907, après 50 ans de travaux, il ne ressemble à aucun autre, sinon peut-être au château de la Belle au Bois dormant. Octa est un adepte de l'urbex, un mot valise qui mêle urbain et exploration. Parfois aux limites de la légalité, les urbexeurs s'introduisent dans les lieux abandonnés, oubliés mais forts. C'est la 20e fois que je me rends au château de Noisy. Il fait assez sombre aujourd'hui. C'est pas plus mal, ça donne une ambiance un petit peu particulière que je ne connais pas. Et à chacune de mes visites, en fait, je découvre quelque chose de nouveau. Comme par exemple, très récemment, les visages grimaçants qu'on peut voir ici, sous la voûte. Ici, on a le hall d'entrée. C'est assez typique, justement, du château, avec ses belles colonnes et ses plafonds bleus. Ils ont fait sa réputation. C'est assez majestueux, d'ailleurs. L'escalier monumental qui a malheureusement été attaqué récemment. La rampe a été détruite il y a seulement quelques jours. Ça m'a fait très mal de voir l'escalier qui avait été vraiment, on va dire qu'il avait été grandement endommagé. Je me suis dit que pour rendre un peu de dignité à ce magnifique escalier, j'allais ressoulever les marches et les remettre en place. J'y ai passé une demi-journée, mais j'étais plutôt satisfait de l'avoir fait parce que le voir dans l'état dans lequel on l'avait mis, c'était pas possible. Miranda est un labyrinthe de plus de 100 pièces, reliées par d'innombrables galeries, escaliers et couloirs. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que comme on peut le voir, des arbres commencent à repousser dans le château. La nature est en train de reprendre ses droits tout doucement, et c'est pas plus mal comme ça. Les propriétaires de Miranda se sont lassés de cette extraordinaire demeure, trop vaste, trop coûteuse à entretenir. On arrive dans un endroit assez particulier. C'est ici qu'il y a eu l'incendie en 91. Et à partir de là, le château a commencé, on va dire, sa lente déchéance, alors qu'il était pourtant abandonné depuis plus longtemps, mais toujours en bon état à ce moment-là. Par cette fenêtre, on peut voir la forêt qui est à l'extérieur du château, sur le domaine. Et lorsque l'on tourne notre tête par ici, eh bien, on peut voir également la forêt, mais elle dans le château. Le lieu est assez particulier pour moi, puisque ça a été mon tout premier site d'urbex. C'est celui qui m'a donné la passion de faire de l'urbex. On se sent vraiment très petit à côté du château. Être un peu coupé du monde, ce sont des choses que j'aime beaucoup. Je pense que le château de Noisy a été classé numéro 1 il y a quelques années en tant que lieu abandonné le plus beau du monde.
parce il est très caractéristique de par ses tourelles qui lui donnent un aspect de château, je ne vais pas dire hanté, mais un château de conte de fées plutôt. Devenue spectrale, Miranda sert de décor à de nombreux films. La philosophie de l'urbexeur, s'il a une affinité avec le bâtiment qui peut se faire et être touché par l'âme du bâtiment, il va systématiquement faire les choses dans le plus grand respect. Il ne va rien détériorer, prendre quelques photos. Malheureusement, à côté des urbexeurs, le château est régulièrement victime de vandales qui viennent casser ce qui reste encore à l'intérieur. Ouvert aux quatre vents, Miranda était devenue le rendez-vous de toutes sortes de gens qui se livraient à des excès en tout genre. Pour des raisons de sécurité, le site a dû être fermé et interdit à la visite. Au lendemain de la guerre, le château devient un centre de vacances pour enfants, que Daniel a bien connu. T'entends les oiseaux? Oui, oui, je les entends très fort maintenant. Oui. Ouais, on sent que c'est le printemps. Ah oui, quand on... Et attends, il y a un autre bruit là. C'est quoi? Quand j'étais gamine, ici, il y avait énormément d'écureuils. Hein. Oui? Ah oui, tu les voyais sauter d'un arbre à l'autre, c'était magnifique. Hein. Nos écureuils roux. Hein. Finalement, entre la période où tu étais enfant et la période où tu étais monitrice ici, s'est écoulé combien d'années à ton avis? Attends, je suis venue comme enfant en 63-64 Ouais. et je suis revenue comme animatrice dans les années 80. Eh oui. Il est beau quand même. Hein. C'est incroyable. Même comme ça, il est encore magnifique. Le temps a passé, mais il te reste toujours la même passe, impression. Mais les souvenirs restent là. Oui. Et puis, c'est une partie, c'est de l'émotion. Ça fait partie d'un souvenir, ça fait partie de moi. Oui, ça fait partie de la larme qui coule sur ta joue gauche. Là. J'étais gamine et regarde, l'état du château, c'était magnifique. On arrivait ici, tu vois, c'était vachement bien aménagé. Il y avait des pelouses, ici on ne voit pas sur la photo, mais tu avais une porte en bois magnifique qui n'existe plus. Les enfants partis, une faune extrêmement variée a pris possession du domaine. Daniel, on va maintenant rentrer. Casque. Oui, mais au cas où il y aurait des choses qui tomberaient, qui nous tomberaient sur la tête. Regarde là. Ouais, je vois la porte. Oh là là. C'est dingue. Oh là 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 là. Ouais, là, je suppose que tu ressens... C'est dingue. Regarde-moi ça, tout est abîmé, tout est cassé. Oh là 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 là, René. C'était une des salles de classe ici. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Enfin, tu vois tout, quoi. C'est terrible, ça. J'ai vu des châteaux ainsi dans cet état-là et qu'on a refait. Hein. On les a refaits. Ici, c'était le bureau. Ce combat pour le château de Noisy, en fait, je le mène depuis quelques 4 années. C'est un superbe château, c'est un patrimoine, il faut le protéger, il faut le défendre, il faut le sauvegarder. Et c'est un château néo-gothique à peu près unique en Wallonie. Aujourd'hui, le combat a pris une nouvelle orientation depuis que le propriétaire a signé un contrat de démolition avec une firme.
Ils sont environ 70 ici devant les grilles du domaine pour protester, pour dire une dernière fois non à la démolition. 3 jours après, il commençait et il a enlevé les tourelles. Une fois les tourelles enlevées, ça veut dire que ça va laisser entrer l'eau. Ça veut dire que les pierres vont littéralement éclater, dû au gel, évidemment. Depuis que les tourelles sont là, on remarque que malheureusement, l'être humain est venu pour, on va dire, attaquer le château. L'objectif que l'association poursuit, c'est de faire classer l'extérieur, les façades du château, de le transformer en ruines romantiques, c'est-à-dire des ruines qu'on vient visiter. Quand on est face à un château comme Noisy, c'est une passion que je souhaite à tout un chacun. On est devant un autre château abandonné et dans le but de protéger les lieux, j'ai fixé aussi bien des chaînes qu'une barricade et j'espère bien un jour racheter le lieu pour le protéger encore plus efficacement. Octa ne souhaite pas dévoiler où se trouve cette demeure qui le fait rêver et qu'il veut protéger. Et voilà la raison principale pour laquelle j'ai fermé le lieu. Les urbexeurs peuvent être vus comme des lanceurs d'alerte, dans le sens où généralement ils dénichent des bâtiments abandonnés, mais la plupart du temps, ce sont des bâtiments qui ont une histoire. Certains bâtiments ont brûlé avec leur piano. Cette métamorphose les a transformés en véritables œuvres d'art. Les urbexeurs permettent de faire revivre, on va dire, un minimum le bâtiment au travers des photos, mais eux ne peuvent pas aller plus loin. C'est aux autorités, après, à prendre conscience de la beauté de ces lieux et de les sauver par la suite. Ici, on est sur un lieu d'urbex où les propriétaires ont trouvé un très bon compromis, puisque en semaine, le lieu est ouvert pour les photos, l'exploration, et les week-ends, il est simplement fermé. Outre la faune locale revenue en force, certains des oiseaux exotiques qui vivaient dans la volière d'agrément, comme ces faisans dorés, ont fait souche et colonisent eux aussi le château. Aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, lorsque le parc d'attractions Six Flags ouvre ses portes en 2000, le succès est immédiat. Le public est impatient depuis qu'il a vu s'élever, jour après jour, de gigantesques montagnes russes en bois et acier et de super manèges qui promettent de faire tourner les têtes et affoler les cœurs. Le bonheur dure 5 ans. Quand Six Flags était en pleine activité, nous avions plus de 100 000 visiteurs. Parfois, ce parking était bondé de voitures. Il y a 12 ans, un ouragan s'est abattu sur cette région. C'était une tempête terrible. Mais l'ouragan Katrina a probablement fait encore plus de dégâts avec les inondations. Il y a quelques années, à cet endroit, des groupes de personnes et des familles attendaient d'entrer dans le parc afin de passer un bon moment. Il y avait les cris des enfants et beaucoup de beaux bâtiments. C'est très triste, parce qu'autrefois, c'était un endroit rempli de monde, avec des gens qui vendaient ici et là des cadeaux ou des glaces.
J'espère qu'un jour ça reviendra. Les 57 hectares du parc sont en zone inondable et ce problème pèse sur les projets de reconstruction. Malheureusement, 12 ans plus tard, ça pousse de tous les côtés et la végétation a remplacé la plage. Toutes ces herbes attirent la vie sauvage, les lapins, les sangliers et les alligators. Aujourd'hui, c'est un endroit dangereux et c'est pourquoi l'accès est interdit au grand public. Une immense ruine engloutie par les eaux fait rêver tous ceux qui aiment l'aventure. Le parc est vite devenu une attraction pour les urbexeurs de toute la Louisiane et d'ailleurs. Par souci de sécurité, la municipalité a mis un terme au contrat de l'exploitant et a repris le contrôle du site. Des équipes de gardiens patrouillent désormais de jour comme de nuit. Le mégazèphe a résisté à Katrina et à la vue de sa carcasse imposante, de nombreux habitants de la région ont encore dans les oreilles les cris de joie lorsque des wagonnets dévalaient les pentes à fond de train. Les cris de la foule se sont tus, et la musique aussi. Les serpents à sonnettes sont désormais les maîtres des rues de la ville fantôme. Six Flags est devenu une réserve pour beaucoup d'animaux, parce que personne ne vit ici. Il n'y a plus d'humains, l'herbe a poussé, les arbres ont grandi, les rues sont désertes. Les animaux sont venus parce qu'ils étaient en lieu sûr. Les opossums se sont proclamés maîtres des manèges. Les gens ne comprennent pas à quel point ce parc est dangereux. Les animaux sont libres. Certaines personnes ont été mordues par des alligators ou par des ratons laveurs, voire même par un serpent. Cette jungle délirante de bois, de ferraille et de béton est un endroit d'exception pour une faune qui, ailleurs, est à l'étroit. Le parc abandonné leur fournit des abris à toute épreuve et de la nourriture en quantité. La vie sauvage est partout dans ce parc. C'est une invasion de la nature. Les arbres et les herbes poussent comme ils veulent. Les serpents ont élu domicile dans différents endroits, surtout dans les espaces ensoleillés. Ils adorent se dorer au soleil pour se réchauffer. Voilà encore une peau de serpent. C'est bien la preuve qu'ils sont ici. Ces dangereux intrus se sentent désormais chez eux. Mais après tout, ils vivaient là bien avant qu'on y construise un parc. Il y a un serpent à sonnette juste là. Il fait 1,50 m de long. Les reptiles capturés sont donnés à des vivariums. Jeff rencontre ici toutes sortes de serpents. Des vrais C'est un serpent. et des faux. Sous ce climat tropical chaud et humide, les autotamponneuses deviennent au fil du temps des jardinières à fleurs.
Je vérifie toutes ces voitures. Ça, c'est juste une toile d'araignée. L'animal le plus dangereux ici, c'est le serpent à sonnette. Il y en a énormément dans cette région. Les gens ne veulent pas nous croire, mais il y a beaucoup de serpents venimeux. C'est la queue d'un serpent à sonnette. On compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 segments. C'est ce qui le protège. Si tu entends ça, c'est que tu risques de te faire mordre. Donc si tu entends ce bruit, tu t'arrêtes et tu t'en vas. Tu fais marche arrière et tu t'en vas de là où tu es. Les zones inondées sont redevenues des marais. Sous la couverture des jacinthes d'eau, des sauriens de bonne taille sont à l'affût. Si un alligator est assez près, je l'attrape. Ce que j'utilise, c'est un lancer lourd qu'on emploie pour pêcher le thon. Quand l'alligator est proche, je lance par-dessus son dos. Je l'attrape sous la patte lorsqu'il est vraiment très près de moi. Je prends ce lasso et je le passe autour de son cou pour l'amener à moi. J'en vois 1, 2, 3, 4, au moins 5 alligators. Je vais essayer de sortir celui qui est là. Il a coupé le fil. Oh merde, trop loin. Il a encore cassé le fil. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a encore une fois coupé le fil. Je vais devoir revenir pour essayer de l'attraper et on va y arriver. On va revenir demain et on attrapera le gros. D'après les traces que Jeff relève quotidiennement, bien d'autres espèces peuplent désormais les fourrés. Pour les identifier et les dénombrer, Jeff pose des caméras infrarouges qui se déclenchent automatiquement, y compris de nuit, lorsqu'un animal approche. Il y a 12 ans, juste avant Katrina, toutes les pompes fonctionnaient. Rien ne débordait. Mais maintenant, c'est tous les jours inondé. À chaque fois que nous avons de fortes pluies, ça déborde. Il n'y a plus de pompe. Il y a de l'eau partout. Quelquefois, c'est très profond ici. Nous allons peut-être réussir à en attraper un aujourd'hui. Voilà des chamallows pour les attirer.
J'ai pris une centaine d'alligators dans ma vie. Et quand je dois en attraper un par la bouche, c'est le moment le plus dangereux. Tire-le en arrière. Vas-y et remets-le en place. Nous allons le prendre et l'emmener dans une autre partie du parc. Il n'a blessé personne, il n'est pas nécessaire de le tuer. On va juste le déplacer de cet endroit, car il pose un problème ici. Je pense que ça va le retenir. Certains jours, Jeff et son assistant déplacent plusieurs dizaines d'alligators pour limiter leur nombre dans les zones trop peuplées. Je crois que notre travail est terminé. Nous allons le mettre ailleurs. Grâce au travail de Jeff, aucun urbexeur clandestin n'a été blessé à ce jour, malgré l'attrait que suscite le lieu. Nous avons aussi beaucoup d'abeilles domestiques dans ce parc. Il y en a partout. Voilà un bon exemple de colonie d'abeilles. L'essaim est dehors. Elles aussi s'installent un peu partout, surtout au niveau des toits des bâtiments. Ce sont de gros problèmes pour le parc. J'ai déjà repéré 5 ou 6 ruches. Il y a beaucoup d'empreintes à cet endroit. Celles-ci ressemblent à des traces de sanglier. La piste passe par ici et continue là-bas. Voilà de belles empreintes. 2 ici, une autre comme ça, et aussi comme cela. En général, on laisse toujours une caméra ici qui regarde dans cet angle. Il faut retirer la carte pour voir ce qu'il y a dessus. On aperçoit un sanglier sur cette image. Hardes de sangliers, de biches et de cerfs, ratons laveurs, opossums, petits mammifères de toutes sortes, le parc s'est repeuplé à une vitesse stupéfiante et Jeff suit attentivement l'évolution de ces populations pour les contrôler. Voici l'image en vision nocturne. Les petits sangliers ont environ 2 ou 3 mois, ils sont tout petits. Les mères sont très agressives quand elles ont des bébés. J'essaie vraiment de comptabiliser le nombre de sangliers dans cette zone pour pouvoir capturer les chefs par la suite. Dans les hardes, les dominants sont des femelles ou des mâles. Ma meilleure année dans ce parc, c'est quand j'ai capturé 36 sangliers. Je travaillais avec un budget confortable et donc avec plus de cages. J'aime la nature, cet endroit. J'aime voir la faune. Même si je dois la réguler, je l'aime. Je ne le fais pas parce que j'apprécie de le faire, mais parce qu'il faut que ce soit fait. La plupart des animaux ne sont plus sous contrôle. Ils traversent l'autoroute et ils heurtent des voitures. Donc mon travail est une obligation. Au mois de juin, des pluies diluviennes s'abattent sur le delta du Mississippi. Au temps de sa splendeur, des pompes électriques gardaient le parc au sec. Maintenant que l'eau n'est plus évacuée, le site redevient le marais sur lequel il a été construit. L'état du parc montre à quel point la nature est puissante. Il pleut beaucoup à la Nouvelle-Orléans. Mais au moment de sa construction, le parc a été conçu de manière à capter une partie de cette eau. Et c'était efficace. Il suffirait de relancer les pompes. Je pense que cela se fera au fil du temps. Beaucoup de projets ont été débattus pour redonner un usage à cet immense terrain aux portes de la ville. Eugene Green lui rêve un destin prestigieux.
Je ne sais pas si on peut espérer que Six Flags devienne un lieu protégé par l'UNESCO. Mais c'est envisageable, parce que nous sommes très proches de la nature. Les gens ont envie de le visiter, et c'est un site qui pourrait alors devenir officiel. L'île japonaise de Hashima est située à une vingtaine de kilomètres au large de Nagasaki. On y a extrait du charbon pendant 90 ans. Puis les mines ont fermé et tout le monde a dû partir. Les ruines de Hashima auraient pu disparaître si un homme, Dotoku Sakamoto, n'avait assuré leur salut. Il y a 15 ans, j'ai commencé à faire les démarches pour classer l'île au patrimoine de l'humanité. Et elles ont abouti. Peu de personnes croyaient en moi. Et ça m'a pris une grande partie de ma vie. C'était mon combat. Dotoku Sakamoto a remué ciel et terre. Et en 2014, l'île a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour moi, ce lieu, c'est mon trésor. Bienvenue sur l'île. Là, il y avait l'école et la place où l'on jouait. Maintenant, ce n'est plus qu'un terrain vague, et c'est la nature qui s'est installée. Actuellement, le héros, ce n'est pas le passé. C'est la nature qui reprend doucement ses droits. Ce lieu est une sorte de fusion entre un passé triste et détruit et le renouveau incarné par la nature. Hashima n'était qu'un îlot rocheux escarpé lorsqu'on y a découvert un important gisement de houille. Son urbanisation a connu son apogée dans les années 60. On a construit partout où on le pouvait. Ici, c'était ma chambre. C'était petit mais chaleureux. Mon père travaillait dans ce secteur-là. C'est pour ça que nous habitions ici. Dans les années 60, on a atteint le maximum. À peu près 5200 personnes habitaient ici. Ça veut dire aujourd'hui 9 fois plus que la densité de Tokyo, et c'était la plus grande concentration humaine au monde. Ici, c'était l'hôpital, et en l'occurrence la salle d'opération. Là, c'est la lampe qui servait pendant les opérations qui est à terre. Il y a aussi des sandales qui appartenaient à des patients. On peut imaginer qu'ils se sont peut-être battus contre la mort. Dans les années 60, les citadins trouvaient ici à peu près tout ce dont ils avaient besoin. Des commerces, des bars, des bains publics, un cinéma, un gymnase et même une maison de tolérance cachée dans le dédale des immeubles.
Là, c'était l'endroit le plus animé. Il y avait une rue marchande et même un petit centre commercial. Il y avait tellement de monde ici que les enfants pouvaient se perdre. Cet escalier, on le surnommait l'escalier de l'enfer. Pour épouser la topographie tourmentée de l'île, les escaliers étaient nombreux et raides. Dotoku Sakamoto avait un cœur solide et il empruntait ses casse-pattes avec l'allégresse de sa jeunesse. C'est un endroit où l'on voit bien que les gens sont partis dans l'urgence. À travers la véranda, on aperçoit encore la télé. En 1964, c'était les JO de Tokyo. Et c'était le lieu du Japon où il y avait le plus de postes. 10 ans plus tard, en 3 mois, tout le monde devait quitter l'île. Si on rallume cette télévision éteinte depuis 44 ans, on verrait peut-être des images des années 70. En 1974, Ashima connaît le destin de nombreux sites miniers. Le cours du charbon s'effondre, l'exploitation cesse, le personnel et les familles ont 3 mois pour quitter les lieux. Pour les gens, ce lieu, c'était leurs origines. Et tout d'un coup, on te dit que tu dois jeter tes origines et partir. Tu n'as pas le choix, tu ne peux que t'en aller. Même aujourd'hui, ça reste douloureux. On surnommait l'île Gunkanchima, ce qui en japonais veut dire l'île navire de guerre. Et il est vrai que, vu du large, Ashima a la silhouette d'un imposant bateau de guerre battu par les vagues. Son classement à l'UNESCO a sauvé le monstre à bout de force du naufrage. L'île est ouverte aux visites et Dotoku s'est fait guide. On voit sur la photo les gens faire leurs adieux en pleurant. Beaucoup de gens se sont moqués de moi, ne croyaient pas en moi. Moi, ce que je voulais, c'était juste protéger mes origines. Être au patrimoine de l'UNESCO n'était pas mon but, mais c'était le moyen de les préserver. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un décor. Ça m'intéresse de voir qu'il y avait une vie avant. C'est là où les films comme Skyfall, Inception, de Christopher Nolan par exemple ont été filmés. C'est un héritage du passé mais qui peut également donner et apporter une vision apocalyptique et futuriste du monde qui pourrait être celui de demain. Je constate qu'on est vraiment dans le cadre touristique, avec beaucoup de Japonais, beaucoup de gens qui sont venus découvrir ce lieu et une zone finalement extrêmement restreinte. J'espère vraiment obtenir cette autorisation pour pouvoir venir et tourner avec mon drone. Sur cette île, on a trouvé du charbon. On l'a exploité. Et quand ça s'est terminé, on l'a jeté. Et après, on en a fait un lieu touristique. Mais avec ce tourisme de masse, il ne faut pas que l'île redevienne jetable. Malheureusement, on ne peut plus, pour des mesures de sécurité, accéder dans l'intérieur des bâtiments et aussi marcher dans certaines artères de cette île. Et j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de venir. Et le drone est un outil nouveau pour nous quand on veut explorer comme ça des lieux.
En 2013, les équipes de Google ont numérisé ces ruines qui racontent toute une époque, si bien que désormais, on peut faire une visite virtuelle des parties du site trop dangereuses pour que les touristes s'y aventurent. Le sel des embruns et une mer violente menacent d'envoyer l'île navire de guerre par le fond. Ici, on a installé un système qui mesure l'arrivée des vagues. Parce qu'on est dans un endroit où l'on entend d'abord un gros bruit, puis après on se prend des vagues énormes. Et c'est pour ça qu'on l'a installé, car les vagues ont beaucoup d'influence sur la dégradation des bâtiments. Les hommes pourront disparaître. La végétation va rester. Elle sera toujours là. Ashima paraît insubmersible. Mais comme l'ont douloureusement appris les Japonais au cours de leur histoire, la Terre est capricieuse. Un séisme pourrait réduire les ruines en gravats. À quelques battements d'ailes de Ashima, dans une autre partie de la région houillère, se dresse la tour de Shimei. Il y a eu plein de tours comme celle-ci au Japon, mais c'est la dernière. C'était quelque chose de précieux. On a décidé de la garder. C'est pour ça qu'elle est là. C'est dans cette tour haute de 47 mètres qu'était logée la machinerie des ascenseurs qui descendaient les mineurs au fond et qui les remontait à la surface, le visage noirci. Il y a des nids. Donc des oiseaux habitent encore là. Il y avait surtout des pigeons par centaines qui habitaient ici. Et tous les sols étaient couverts d'excréments. Les mangas ont surnommé la tour Zombie Tour. Les gens qui voient cette tour pensent qu'elle est hantée. Et en regardant de loin, on ne sait pas ce que c'est. Quand on est entré ici pour la nettoyer, c'est par dizaines de camions entiers qu'on a enlevé les fientes d'oiseaux. La tour de Shimei est le témoignage d'une architecture industrielle devenue rare. À ce titre, elle mérite d'être sauvée. Un dossier de classement est en cours d'examen à l'UNESCO. L'île d'Okunoshima, dans la mer intérieure du Japon, près d'Hiroshima, est aujourd'hui le royaume des lapins. Les touristes japonais en sont fous. Et au fil des ans, ils sont de plus en plus nombreux à leur rendre visite. L'île est restée longtemps inaccessible aux civils. Cette île servait pendant la Seconde Guerre mondiale à la fabrication de gaz de guerre. Ce grand bâtiment est envahi par une nature magnifique. Il offre beaucoup de spots touristiques entre ruines et nature. Il y a des centaines de lapins qui attirent beaucoup les touristes sur l'île. Le professeur Yamauchi ne manque jamais de leur apporter quelques épluchures.
les enfants voient en eux des peluches vivantes. Nourris à satiété, caressés, cajolés, les lapins d'Okunoshima reviennent de loin. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'île abritait un complexe industriel secret qui fabriquait le gaz moutarde. Quand des gaz toxiques ont été fabriqués ici, près de 200 lapins ont été utilisés pour tester leur efficacité. À l'époque, l'île ne figurait pas sur les cartes du Japon et ses installations étaient classées secret militaire. Dans cet endroit étaient entreposées plusieurs centaines de tonnes de gaz toxiques. Les sites de production et les entrepôts de stockage étaient dispersés dans l'île et soigneusement camouflés. Dans ce grand bâtiment, c'est là qu'on fabriquait le gaz moutarde. Les lourdes cuves reposaient sur ces socles. Nous devons communiquer sur cet épisode de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Il fallait donc conserver ces ruines pour que les gens puissent les voir, car ce sont elles qui représentent le témoignage le plus fort. Après la bombe atomique, à Hiroshima, il restait seulement le vestige du dôme. La bombe fait partie de l'histoire du Japon, comme l'emploi par les Japonais des gaz mortels d'Okunoshima utilisés contre les Chinois et les Coréens. Les gentils lapins perpétuent la mémoire d'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Japon. L'île attire chaque année plus de 100 000 visiteurs. Les enfants ne se lassent pas de caresser leur pelage si doux. Et une fois leur soif de tendresse apaisée, ils visitent les ruines et prennent une leçon d'une histoire qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Bien évidemment, les lapins contribuent à faire connaître les ruines, car ils jouent un rôle de rabatteur. Actuellement, il y a environ 700 lapins sur l'île de Okunoshima. Et je considère que c'est beaucoup trop. Quand je viens sur l'île, j'ai l'impression que les lapins me demandent à manger, à boire, et le fait de pouvoir ressentir cette utilité me donne une certaine satisfaction. Près de Lyon, la demeure du chaos expose la vision de l'artiste Thierry Hermann qui met en scène l'apocalypse qui plane au-dessus de nos têtes. Cette immense demeure bourgeoise qui a du XVIIe, je l'ai transformée progressivement en 18 ans en quelque part une œuvre plastique faite tout simplement de ruines, de rouille, de cendres. Et c'est ce qui crée toute sa beauté plastique. Cette demeure que j'ai transformée de manière post-apocalyptique en un gigantesque musée d'art contemporain, finalement, l'impulsion absolue, ça a été celle du 11 septembre. Si on devait donner un sens au 11 septembre, c'est les ruines de l'Occident. Cette sculpture monumentale, il a fallu pratiquement plusieurs milliers de mètres cubes de béton, des centaines de tonnes d'acier, on a mis 9 mois à la bâtir. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette sculpture? On peut voir de l'informatique, de la bureautique, du métal, du béton. On va voir pratiquement ce que nos parents et grands-parents ont construit au XXe siècle. Thierry Hermann construit jour après jour un mausolée dédié à la ruine et au désastre. Nous y lisons les guerres, les attentats et les drames qui ont ravagé notre monde et dont l'histoire n'est pas close. On va utiliser une solution d'acide chlorhydrique industrielle très concentrée pour réactiver la rouille, ce que l'on fait régulièrement. Chaque société a bâti sur des ruines. La fin d'une société est marquée par les ruines. Et l'apparition d'un nouveau monde, d'une nouvelle technologie,
d'une nouvelle philosophie, un nouveau regard sur le monde, ne peut se bâtir que sur les ruines. Donc quelque part, les ruines, qui semblent être les cendres du passé, sont le ciment de l'avenir. À la nuit tombée, les ombres creusent des abîmes. Et la demeure du chaos prend la grandeur tragique d'un monde au bord du précipice. J'espère qu'au bout de 18 ans de combat, cette œuvre monumentale, faite de plus de 5400 œuvres, faite de ruines, de cendres et de rouille, sera reconnue. Après avoir été désaffectés, les bâtiments connaissent une période de purgatoire durant laquelle se décide leur survie ou leur effacement complet. Ce sont souvent des hommes seuls ou des groupes peu nombreux qui parviennent à les sauver, parce qu'ils ont su voir dans ces ruines les marqueurs d'une époque.